d'aller un peu plus loin. Cette méthode consiste à l'écriture au départ d'une image est faite en RVB, en rouge, vert, bleu. Je peux la transformer en cyan, magenta et jaune, c'est expliqué dans le film, ou alors en couleur lab. Et je vais surtout utiliser ces couleurs lab et le calage de ces couleurs lab pour faire monter l'image. Je vais vous faire, là je vais quitter mon petit logiciel, je vais essayer de vous faire une démonstration en direct de modification d'image, ça serait peut-être intéressant. Je vais ouvrir le logiciel Adobe Photoshop et je vais prendre je vais déjà prendre la première image que j'avais modifiée. Voilà, cette image n'a pas été faite à Alexandrie, mais on le voit dans le film également, c'est une image d'un sarcophage étrusque qui m'est présenté comme ça, donc illisible complètement. Et on cherche à faire ressortir. Donc je vais faire dans Image, je vais faire Mode. Et là, l'image est écrite dans un mode, excusez-moi, Image, Mode. L'image est écrite dans un mode RVB, rouge, vert, bleu. Je peux l'écrire, mais ça va être une transformation automatique, hyper rapide avec le logiciel. Je peux l'écrire sous la forme des couleurs secondaires. Là, RVB, c'est les couleurs primaires pour la photographie. Je peux l'écrire sous la forme des couleurs secondaires, ou je peux l'écrire également sous la forme d'une autre forme, c'est les couleurs lab. Ici, je récupère mes couches. J'ai une couche de luminosité ici, j'ai une couche A ici, et j'ai une couche B ici. Le plus fréquemment, c'est dans cette modification d'image, c'est la couche A qui fonctionne. Je dis le plus fréquemment, c'est pas forcément... Donc là, je vais faire image, réglage. Donc je vais faire un réglage de niveau. Voici ma courbe de niveau. Je vais donc enlever tout ce qui est excédent et arriver à une image qui correspond à ça. C'est-à-dire ici, de cette image de ce sarcophage, on le voit également dans le film, on trouve un cavalier qui est en train de se battre avec un autre guerrier qui se protège d'un bouclier. C'est une image qui était complètement invisible jusqu'à il y a quelques années, quoi. Alors, maintenant, je vais faire exactement la même manipulation, parce que ça vous intéressera probablement plus, avec une image d'Alexandrie. Je vais prendre l'image sous ultraviolet de Nephthys. Pour l'instant, elle est écrite en bleu, vert, rouge. Donc je vais changer de mode. Je vais aller dans les couleurs lab. Ah, peut-être avant, je vais faire une petite manip que j'aime bien faire. Je vais faire fichier, image, ton automatique. Un petit ton automatique. Après, donc, je suis dans le RVB. Je vais prendre la couche A. En principe, alors, oui, ma méthode est un petit peu compliquée. Ça dépend c'est pas tout à fait toujours la même chose. Ici, là, je suis obligé d'inverser l'image, c'est-à-dire de faire un réglage en négatif. Voilà. Et là, je vais faire maintenant mon réglage du niveau. Image, réglage, niveau. Donc, peut-être je me positionne ici. Voilà. Voilà pour la couche A de Nephthys. En gros, hein, il faut que j'affine ça. Hein. On va lui dire OK. Et je vais travailler maintenant sur la couche B. Donc, pareil. Hein, ceci dit, je peux la modifier comme ça, mais elle va nous apparaître négative. Donc, image, réglage, niveau. Si je la modifie comme ça, vous allez voir, elle apparaît négative. Donc, en principe, au préalable, pour ce type d'image, je vais plutôt faire une inversion image, réglage, négatif. C'est-à-dire que ça devient une image positive maintenant. Voilà, en gros, hein, parce que ne pas enregistrer.
Alors, je vais continuer un peu. Dans la période argentique, nous avions comme élément référent, finalement, pas grand-chose. Un espèce de gris. Tous les photographes connaissent ce gris. Il s'agit d'un gris à 18% de réflexion. C'est sur ce gris que sont étalonnés tous les appareils photographiques. Et puis des petites références, parce que j'en ai fait, des petites références, des petits étalonneurs de couleurs ou de densité. C'est-à-dire on considérait qu'une photo était bonne à partir du moment, là la projection n'est pas extraordinaire, mais à partir du moment où on avait une petite différence entre la plage A et la plage B ici, c'est-à-dire ici on avait du blanc, ici on avait un léger gris, mais qui était distinct, puis un gris un peu plus dense, puis un gris un peu plus dense, etc., pour aller jusqu'au noir. Et une image était correcte dans la photographie argentique à partir du moment où on pouvait distinguer les deux plages ici en bas et les deux plages en haut également. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit du noir sur du noir. Il fallait que ce soit un noir, puis un noir un petit peu plus... Voilà. Maintenant, en photographie numérique, c'est tout ce qu'on avait finalement. Donc, pas grand-chose pour pouvoir travailler. Maintenant, en photographie numérique, on a d'autres choses. Alors, où est-ce qu'il est? Le voilà. Le voilà. Je vais plutôt me servir d'une petite chose qui est ça. Voilà. Avant de procéder à mes prises de vue, je vais photographier cette mire. Mais cette mire, je la connais bien parce que je sais exactement ce qu'elle contient. C'est-à-dire, je sais que les deux premières plages, cette espèce de brin qu'on voit en haut, contient 115 de rouge. C'est un brin obtenu avec les couleurs primaires, bleu, vert, rouge. Il contient 115 de rouge, 82 de vert et 68 de bleu. La plage à côté, c'est une autre couleur, composée également de différentes choses. Voilà exactement de quoi il en retourne, c'est-à-dire que toutes ces couleurs sont complètement normalisées et je peux les recréer sur l'ordinateur ou les modifier sur l'ordinateur. Je vais pouvoir intervenir vraiment sur une quantité de couleurs incroyable, sur plusieurs millions de couleurs. Peut-être la plage du bas est intéressante à considérer, cette plage-là, parce que là, vous avez un blanc qui est composé de 243 de rouge, de 243 de vert et de 243 de bleu. Tout ce qui va être de quantité égale, c'est-à-dire en bleu, en vert et en rouge, va se traduire par des gris. C'est-à-dire un blanc pur serait une couleur qui serait composée de 255 de rouge, 255 de vert et 255 de bleu. Un noir pur, si je l'ai marqué là-bas, c'est l'absence complète de couleur. Le noir, dans le noir, il n'y a pas de couleur. On a 0 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. Alors que dans les blancs, le blanc, c'est un mélange au contraire de toutes les couleurs, dans toutes les valeurs, c'est-à-dire un maximum de bleu, un maximum de vert, un maximum de rouge. Où est-ce que je veux en venir? Vous allez voir. Ici, j'ai un rouge, un bleu, un vert et un rouge. Je pensais qu'ils étaient 255 de bleu, c'est-à-dire la valeur maximum. Non. En fait, ce bleu n'est pas tout à fait bleu. Pour que ce soit vraiment un bleu pur, il faudrait qu'il ait 255 de bleu, 0 de vert et 0 de rouge. Alors, voilà. Je voulais en arriver là. Ici, voilà toutes les valeurs. On pourrait faire la même chose avec, avec les trois couleurs, le bleu et le vert. Toutes les autres couleurs sont entraînées par un mélange de ces trois couleurs. Ici, nous avons dans la petite fenêtre blanche, nous avons du noir. C'est-à-dire, son identifiant, c'est 0, 0, 0. Un peu plus loin, nous avons un rouge un peu clair,
son identifiant est 140 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. Ici, nous avons un rouge, cette fois-ci c'est le rouge pur, parce qu'il est vraiment rouge, il n'a aucune autre valeur, ni de vert ni de bleu à l'intérieur. Et là, de l'autre côté, nous allons aller vers le blanc. Donc pour aller vers le blanc, il va falloir ajouter les deux autres couleurs primaires, du vert et du bleu. Nous avons un rouge qui est certes avec une valeur de 255 de rouge, mais 5 de vert et 5 de bleu. Et là, nous avons un rouge léger qui est composé de 255, 160, 160 pour aller vers le blanc qui est 255, 255, 255. C'est un peu complexe, mais attendez, vous allez voir, parce que là, après, ça peut... Si, tout à l'heure, je vous ai expliqué l'histoire de la feuille blanche, écrite avec un crayon blanc. On l'a vu dans le film. On arrive à faire ressortir la différence avec de la fluorescence ultraviolette. Ici, on va faire ressortir cette différence uniquement avec l'ordinateur. C'est-à-dire, je vais avoir une feuille de papier rouge, je vais avoir un stylo rouge, et puis mon stylo rouge, il n'est pas tout à fait de la même couleur que le papier rouge, donc je vais écrire avec, mais rouge sur rouge, c'est comme blanc sur blanc, personne n'y verra rien. Hein, si je veux vous envoyer un petit mot, j'ai une petite lettre à quelqu'un à envoyer, j'écris ici avec un stylo rouge sur une feuille de papier rouge, passe à ton voisin, le voisin ne voit rien, passe à ton voisin, le voisin ne voit rien, mais la personne qui va connaître la méthode pour faire ressortir la différence de couleur va pouvoir lire son message. Donc je vais faire une démonstration avec une feuille de papier rouge. C'est un peu délicat, hein, j'espère ne pas me planter. Avec une feuille de papier rouge écrite sur lequel j'ai écrit avec un stylo rouge, mais qui a une valeur légèrement différente. J'ai ici un outil dans mon logiciel, là, ici, un outil pipette, et puis en bas, ici, des valeurs de rouge, de vert et de bleu qui vont s'afficher. Je vais faire un échantillonnage, c'est-à-dire je vais balayer ma feuille de papier rouge. Pour l'instant, je suis tout le temps à 254. Je cherche mon texte. Il ne se passe rien. Je cherche mon texte. Voilà, ici il se passe quelque chose. Ici il se passe quelque chose. Je suis passé d'ici à un tout petit peu à côté, avec une valeur de rouge qui a changé. C'est-à-dire j'ai 253 rouge, 8 de vert et 7 de bleu. On va considérer que c'est par là que ça se passe. Je fais un échantillonnage. J'espère avoir réussi mon échantillonnage. On va voir. Et je vais lui faire maintenant... je vais aller dans je vais prendre un autre outil. Image, réglage, seuil. Voilà. J'ai un autre outil ici qui va me permettre effectivement de séparer, mais d'une façon extrêmement précise, la différence de valeur des pixels. Donc je vais aller ici, pile là, et voilà. Et j'obtiens pile sur cette ligne ici, qui est en fait la différence de valeur de pixels, le message que j'avais écrit sur une feuille de papier rouge avec un stylo rouge. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Avec l'image numérique, vous pouvez tout modifier. Hein, ça devient... Alors, en archéologie, c'est super, quoi. Ça va? Ouais, un peu compliqué peut-être, mais... Donc, démontre est faite. On revient dans les catacombes de Komeshugafa et nous avons une toute petite trace
de couleur bleue qui est en fait une trace de bleu égyptien. Il y a quelques années, le docteur Mervat et Anne-Marie avaient observé effectivement l'existence de ce bleu égyptien sur les fresques de Kometshugafa. On est en train de se poser des problèmes de couleur à l'intérieur de ces peintures. Et nous avons effectivement ici une trace de bleu égyptien que nous allons faire ressortir, ça c'est une expérience qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, avec la méthode de fluorescence de ce pigment, fluorescence qui n'est pas créée, je rentre dans les détails. Il faut déjà, comme condition, mettre dans l'obscurité complète. Ensuite, avoir une caméra ou un appareil photo qui est capable de photographier ou d'avoir une réception dans l'infrarouge. C'est le cas de l'appareil photo sur lequel j'ai enlevé le filtre devant le capteur. Ensuite, il me faut une lampe spéciale, qui est une lampe LED, qui est une lampe froide. Et ensuite, il me faut un filtre. Voilà, exactement. On a tout ici. On a d'une part l'appareil photo sur lequel j'ai enlevé le filtre anti-infrarouge. Nous avons d'autre part un type d'éclairage qui est vraiment particulier. Vous ne pouvez pas prendre une lampe chaude. Vous prenez des lampes LED maintenant sur le marché. C'est aussi des choses nouvelles qui arrivent. Les lampes LED, ça n'existait pas je n'en connaissais pas, moi, il y a 10-15 ans de lampes LED. C'est des choses nouvelles qui arrivent, des basses consommations, et puis c'est de la lumière complètement froide. Vous avez devant l'appareil photo un filtre qui est un filtre qui coupe l'intégralité du visible pour ne laisser passer que l'infrarouge. Donc le filtre, si vous regardez en travers le filtre, vous ne voyez rien. Vous le positionnez devant votre objectif, il ne va laisser passer que l'infrarouge, mais comme vous avez un capteur qui réceptionne l'infrarouge, vous allez enregistrer les réponses dans l'infrarouge. Voilà, donc comment on va pouvoir définir à Kometshugafa qu'il y avait des traces de peinture, de peinture sur les fresques. Maintenant, il y a plusieurs autres méthodes possibles. Cette méthode des couches A et B, bien sûr, parce que là, dans les ailes de Nephthys, sur la couche B, la couche B est plus spécifiée par du jaune et du bleu. Nous avons vraiment des réponses plus contrastées sur les traces qui correspondent probablement à des endroits qui étaient peints en jaune. Et puis nous avons peut-être arrivé à une autre méthode, ça s'appelle, je vais les appeler la saturation des couleurs, c'est-à-dire de ces images, on va essayer de les saturer. Comme exemple, j'ai une autre tombe avec des personnages ici. Ce personnage, c'est l'image qui sort de mon appareil photo, si je photographie ça. Je vais ici pratiquer une saturation de la couleur, donc je sature. Voilà, et donc j'ai une réponse je vais peut-être refaire une expérience de saturation, et puis après je vous laisserai aux questions. Donc saturation des couleurs, saturation d'un autre, troisième personnage où on voit bien effectivement par saturation des couleurs que la couronne était bien jaune, mais on a également des traces de vert sur la tête. Ici on a des traces de vert. La démo, je ne sais pas si j'ai le temps de la faire. Donc, on va revenir sur cette tombe numéro 1 et pratiquer la saturation des couleurs sur la tombe numéro 1. On va obtenir... la projection est un peu trop sombre, un peu trop claire. On va obtenir effectivement des traces de rouge, des traces de jaune, et en bas, on va retrouver notre bleu égyptien. Bleu égyptien pratiquement invisible, mais qui ressort en visibilité par la saturation des couleurs. En fait, l'idée qui se dégagerait de ça, c'est pour prouver l'existence d'une couleur, il nous faudrait deux méthodes. Une méthode de saturation, par exemple, une méthode complètement numérique, et une méthode photographique, on va dire, comme la fluorescence de certaines matières dans certaines zones du spectre ou hors du spectre.
ce qui est le cas du bleu égyptien. Voilà. Bon. Et puis une autre méthode que je suis en train d'un peu d'étudier, c'est la saturation sélective des couleurs. C'est-à-dire, vous avez vu l'outil pipette tout à l'heure, qui me permettait sur une plage complètement rouge, d'aller différencier certaines zones et de voir, clac, ah, ici, il y a une valeur qui est un petit peu différente. Donc avec cet outil pipette, je vais aller chercher des plages un petit peu différentes et je vais saturer uniquement les plages différentes et obtenir finalement un résultat qui peut se jouer comme celui-ci, où on commence à avoir des traces de jaune dans les ailes d'Isis, voilà, un peu plus grand, ou ici, où on a réellement des traces de jaune qui apparaissent sur les ailes. Encore une fois, la projection est un peu trop claire. Mais on a vraiment tout, et ça, ce n'est pas, je veux dire, je n'ai pas rajouté avec un pinceau du jaune. C'est vraiment l'image qui ressort comme ça de l'image numérique. Voilà. Peut-être on va faire une petite séance de questions. Et puis après, éventuellement, je fais j'en rajoute un peu. Je vous écoute. Merci de m'avoir écouté, d'ailleurs. Merci pour votre Je vous en prie, je vous en prie. Ah, les questions en arabe. شكرا لمسيو بيل على العرض